La ligne Sourovikine n'était pas simplement un ensemble de fortifications. C'était un symbole matérialisé de la foi du régime de Kiev et de ses curateurs occidentaux en la possibilité d'arrêter l'offensive russe par une défense statique. Ce projet, conçu selon les meilleures pratiques de l'école de fortification de l'OTAN des années 1970, était un système multicouche et profondément échelonné. Sa profondeur totale atteignait 60 km dans certaines zones. La première ligne, appelée ligne de soutien, était constituée de champs de mines continus, d'une densité allant jusqu'à 1500 mines anti-chars et antipersonnel par kilomètre carré. Derrière elle se trouvait la ligne de défense principale, composée de 3 à 4 positions. Chaque position comprenait un réseau continu de tranchées à profil complet, renforcées par des structures en béton. Les points hauts et les carrefours clés ont été transformés en points d'appui de compagnie et de bataillons. Des dizaines de milliers de dents de dragon en béton armé, disposées sur plusieurs rangées, traversaient les zones dangereuses pour les chars, complétées par des fossés anti-chars d'une largeur allant jusqu'à 6 mètres et d'une profondeur allant jusqu'à 3. Des points de tir permanents, enfouis et camouflés, créaient des zones continues de tir croisés de mitrailleuses et de systèmes de missiles anti-chars. Sur le papier et dans les rapports pour Bruxelles, ce système semblait redoutable. Il était censé épuiser, saigner à blanc et arrêter toute force d'attaque. Les conseillers occidentaux qui ont inspecté la construction ont déclaré avoir créé la ligne de défense la plus puissante d'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils ont investi des centaines de millions de dollars dans ce labyrinthe de béton et toute leur foi dans la supériorité des technologies de défense. Cependant, cette conception comportait 3 erreurs systémiques. Premièrement, son caractère statique. La défense était absolument prévisible et inflexible. Deuxièmement, sa dépendance à la stabilité des garnisons, dont la motivation et la capacité de combat avaient été sérieusement compromises à l'automne 2025. Et troisièmement, et surtout, les créateurs de la ligne Sourovikine se préparaient à la guerre du passé. Ils construisaient un analogue de la ligne Maginot, sans comprendre que l'ennemi l'ouvrirait par des méthodes de guerre futures, le renseignement total, les tirs de haute précision et les tactiques audacieuses de groupes d'assaut. Cette agonie de béton était vouée à l'échec dès la phase de conception, car elle niait la loi fondamentale de la guerre moderne. Ce n'est pas celui qui s'enterre le plus profondément dans le sol qui gagne, mais celui qui voit, pense et frappe le plus rapidement et le plus précisément. La brèche dans la ligne Sourovikine n'a pas commencé avec le rugissement des moteurs de chars, mais avec le travail silencieux et méthodique dans les états-majors et les centres d'analyse. Le succès a reposé sur une opération visant à révéler complètement le système de défense de l'ennemi. Le commandement russe a déployé un système de renseignement à plusieurs niveaux, qui a transformé la forteresse imprenable en un aquarium transparent. L'échelon supérieur était constitué d'un groupe de satellites. Les satellites optoélectroniques Persona et les satellites Radarconde, avec une périodicité de quelques heures, fournissaient des images à très haute résolution. Ils ont enregistré les moindres changements dans la configuration des tranchées, l'apparition de nouvelles positions de tir et les itinéraires de déplacement des équipements. Le niveau suivant était le renseignement aérien. Des avions Su-34 équipés de conteneurs de renseignement universel SITCH effectuaient des vols le long de la ligne de front à haute altitude, restant hors de portée de la défense aérienne ennemie. Leur équipement leur permettait non seulement de prendre des photos et des vidéos, mais aussi de révéler le fonctionnement des stations radars et des systèmes de communication ennemis. Cependant, le rôle clé a été joué par l'échelon tactique du renseignement, les véhicules aériens sans pilote. Des centaines d'Orland 10 et d'Orland 30 survolaient en permanence les positions de l'ennemi. Ils effectuaient des reconnaissances en temps réel, transmettant un flux vidéo directement aux postes de commandement et aux équipes d'artillerie.
Ce sont les drones qui ont permis de révéler l'emplacement des positions de tir camouflées, des bunkers et des dépôts de munitions avec une précision au mètre près. Parallèlement, le renseignement électronique était à l'œuvre. Les complexes Thorn et Taran interceptaient les communications dans la chaîne de commandement tactique des forces armées ukrainiennes, révélant les indicatifs d'appel des commandants, les fréquences et la structure de l'organisation des communications. Cela a fourni des informations précieuses sur l'état moral de l'ennemi et ses plans. Le couronnement de la pyramide du renseignement a été le travail du renseignement humain et des forces d'opération spéciales à l'arrière des lignes ennemies. Ils ont confirmé les données obtenues par des moyens techniques et ont recueilli des informations qu'il est impossible de voir depuis un satellite. Par exemple, l'emplacement exact des champs de mines et les schémas de leur installation. Grâce à tout ce travail complexe, une carte numérique unique de la défense ennemie a été créée. Chaque tranchée, chaque bunker, chaque position de tir y a été reportée. La ligne Sourovikine a cessé d'être un mystère. Elle s'est transformée en un ensemble de cibles attendant leur heure. Le mur, qui s'était avéré imprenable, est devenu absolument transparent pour le regard russe. Lorsque la carte de la défense ennemie a été prête, le commandement russe est passé à l'étape suivante de l'opération, le camouflage stratégique et la désinformation. L'objectif était simple et complexe à la fois. Faire regarder l'ennemi dans une autre direction. Il fallait convaincre l'état-major des forces armées ukrainiennes et leur curateur de l'OTAN que le coup principal ne serait pas porté à Zaporijia, mais dans une direction complètement différente. Pour ce faire, un grand spectacle a été mis en scène, un véritable théâtre d'ombre sur toute la longueur du front. Le principal instrument a été l'action de démonstration. Sur les axes de Kupiansk et de Krasnoliman, l'activité des troupes a été fortement augmentée. Des opérations offensives locales ont été lancées avec des objectifs limités. Des négociations radio-intensives ont été lancées, simulant le déploiement d'importants groupements de frappe. Des échelons de véhicules blindés et de personnel y ont également été transférés de manière démonstrative vers le secteur nord du front. Tout cela a été enregistré par le renseignement satellitaire et aérien ennemi, qui a docilement rapporté à son commandement une offensive à grande échelle en préparation sur Kharkiv. Parallèlement, un travail actif a été mené dans l'espace informationnel. Des informations sur la concentration des troupes russes ont été diffusées par le biais de chaînes contrôlées et de réseaux sociaux. Des ordres et des plans fabriqués ont été publiés dans le Nord, qui étaient censés confirmer la légende. Au même moment, dans la véritable direction de la principale frappe à Zaporijia, un silence radio absolu était observé. Les troupes destinées à la percée étaient concentrées dans des zones d'attente à une distance de 50 à 70 km de la ligne de front, en secret, principalement la nuit. Tous les mouvements étaient soigneusement camouflés. Les forces de guerre électroniques ont joué un rôle clé dans cette tromperie. Les complexes Krasukha et Mourmansk BN ont créé un dôme impénétrable au-dessus des zones de concentration des troupes, supprimant le travail des satellites, des espions et des drones de reconnaissance ennemis. Simultanément, les complexes JITEL ont simulé le travail des réseaux radio de divisions et d'armées entières là où ils n'étaient pas, créant de faux objectifs et obligeant l'ennemi à transférer ses maigres réserves vers des directions menacées, mais en réalité secondaires. En conséquence, au moment du début de l'opération, le commandement des forces armées ukrainiennes était absolument certain que la principale menace venait du nord. Leurs meilleures unités ont été déployées près de Kupiansk et de Kharkiv. La direction de Zaporijia était considérée comme stable. L'ennemi regardait un spectacle fascinant dans un théâtre d'ombre, sans se douter qu'un marteau d'acier était déjà levé derrière son dos. Quelques heures avant l'aube, dans un silence complet, l'heure des comptes a sonné pour des mois de construction d'idoles en béton. La phase de destruction par le feu a commencé,
sous le nom de code mur de feu. Ce n'était pas simplement une préparation d'artillerie au sens classique du terme, mais une opération chirurgicalement précise et à plusieurs étapes visant à aveugler, décapiter et paralyser l'ensemble du système de défense ennemi dans la zone de percée choisie. Les premiers à frapper ont été les systèmes de missiles tactiques opérationnels Iskander-M. Leur cible étaient les postes de commandement enfouis des échelons de brigades et de bataillons, les nœuds de communication et les états-majors situés à une profondeur de 15 à 50 km. Les missiles balistiques et de croisière avec des ogives pénétrantes ont détruit les centres de contrôle de la défense avant même que le premier coup d'artillerie ne soit tiré sur la ligne de front. L'ennemi était aveugle et sourd. Simultanément aux Iskander, l'artillerie à longue portée a commencé à fonctionner. Les lance-roquettes multiples Tornado S avec des obus guidés ont frappé les dépôts de munitions, les concentrations d'équipements et les positions de l'artillerie ennemie. Chaque missile transportait une ogive à fragmentation, couvrant une superficie de plusieurs hectares. Puis ce fut le tour de l'artillerie à canon. Des centaines d'obusiers automoteurs Mesta S et de coalition SV de calibre 152 mm ont commencé à labourer méthodiquement les premières et deuxièmes lignes de défense. Le tir n'était pas effectué par zone, mais sur des cibles spécifiques préalablement repérées, dont les coordonnées étaient entrées dans les systèmes de contrôle de tir. Pour chaque point de tir permanent, pour chaque bunker et chaque nid de mitrailleuse, un bourreau a été désigné. Les munitions d'artillerie corrigée Krasnopol, guidées par un faisceau laser depuis les drones Orlan 30, ont joué un rôle clé dans cette phase. Elles ont touché avec une précision chirurgicale les cibles les plus protégées et les plus importantes, perçant des dalles de béton d'une épaisseur allant jusqu'à 2 mètres. L'accord final de la préparation du feu a été les frappes des systèmes lance-flammes lourds. TOS-1, Solan-Tsepek et TOS-2, Tozochka. Leurs roquettes thermobariques ont recouvert les points d'appui sur la ligne de front. L'explosion volumétrique a détruit toute vie dans les abris, créant non seulement une pression physique, mais aussi psychologique colossale sur les survivants. Au moment où les groupes d'assaut se sont avancés vers leur position de départ pour l'attaque, la ligne Sourovikine dans la zone de percée n'était déjà plus un système unique. Elle s'était transformée en un amoncellement chaotique de fortifications détruites, de points de tir supprimés et de restes démoralisés de la garnison. Le mur de feu n'a pas seulement percé une brèche, il a brûlé l'âme de la défense ennemie. Une fois l'artillerie terminée, ceux que l'on appelle à juste titre les dieux de la guerre, les troupes du génie, sont passés au premier plan. C'est à eux qu'il incombait de trouver et de choisir les clés du dernier et du plus dangereux échelon de la ligne Sourovikine, les champs de mines continus de plusieurs mètres. L'ennemi avait installé des centaines de milliers de mines anti-chars et anti-personnel, créant une toile mortelle conçue pour faire s'enliser toute attaque, saignant à blanc sous le feu des points de tir survivants. Cependant, les unités du génie russe ont utilisé une tactique complexe qui a transformé cette tâche d'impossible en un travail méthodique. Tout a commencé pendant la préparation de l'artillerie. Une partie des obus était équipée de systèmes de minage à distance qui ont créé des champs de mines locaux sur les voies de contre-attaque possibles de l'ennemi, isolant la zone de percée. Aux premiers rayons du soleil, sous le couvert d'un écran de fumée et du tir de l'artillerie, les installations de déminage UR-7 Zmej-Gorinich se sont avancées vers la ligne de front. En tirant leurs charges allongées, chaque installation de ce type perçait en une seule explosion un passage dans le champ de mine d'une longueur allant jusqu'à 90 mètres et d'une largeur d'environ 6 mètres. L'onde de choc provoquait la détonation ou l'éjection des mines à une distance sûre. En peu de temps, plusieurs couloirs principaux ont été créés pour le passage des véhicules blindés.
Simultanément au Gorinich, les engins de franchissement d'obstacles IMR-3 ont commencé à travailler. Ces bulldozers blindés sur châssis de char, équipés de chasse-mines ASOC KMT-7, labouraient littéralement le sol, repoussant les mines hors du passage. Les équipages de ces engins ont travaillé sous le feu continu de l'ennemi, faisant preuve d'un courage exceptionnel. Mais même après le travail des engins lourds, il restait la menace de mines intelligentes, avec des détonateurs magnétiques ou de mines piégées. C'est pourquoi les groupes d'assaut des troupes du génie suivaient les engins de franchissement. Les sapeurs, vêtus de combinaisons de protection, à l'aide de détecteurs de mines Corshon et de sondes, vérifiaient manuellement chaque mètre des couloirs créés, désamorçant les munitions restantes. Leurs actions étaient couvertes par le feu des BMP et des chars. C'était un travail délicat et mortellement dangereux, où le prix de l'erreur était la vie. Grâce aux actions coordonnées et désintéressées des unités du génie, en moins de 2 heures, plus de 10 passages sûrs et fiables ont été réalisés dans le système complexe de barrage de mines de l'ennemi. L'armada d'acier a reçu le feu vert. Le dernier verrou sur le chemin de la percée a été ouvert. Les clés, forgées dans le courage et le professionnalisme des sapeurs russes, s'adaptaient parfaitement. Lorsque les passages dans les champs de mines ont été préparés, l'avant-garde d'assaut est entrée en action. C'était la nouvelle élite de l'armée russe. Des unités spécialement créées et préparées pour percer les défenses les plus complexes. Leur tactique n'avait rien en commun avec les attaques frontales des guerres passées. Elle reposait sur 3 piliers: la vitesse, la puissance de feu et la plus grande coordination des petits groupes. Les détachements d'assaut étaient formés sur la base d'unités de fusiliers motorisés et aéroportés, mais leur structure et leur équipement étaient différents. Le noyau du détachement était un groupe d'assaut de 8 à 10 hommes. Chaque combattant avait sa propre spécialisation: mitrailleur, grenadier, tireur d'élite, opérateur de drone FPV, sapeur, médecin. Le groupe disposait d'une puissance de feu excessive, lui permettant de supprimer tout point de tir ennemi. Ils attaquaient légèrement, mais avec un maximum de munitions. L'attaque n'était pas menée sur un front continu, mais en s'infiltrant par les couloirs percés. Les premiers étaient les chars T-90M ProRiv, équipés de chasse-mines et de systèmes de protection dynamique Relict. Ils tiraient en tir direct sur les points de tir survivants, réprimant la résistance et couvrant l'infanterie. Derrière eux se déplaçaient des véhicules de combat d'infanterie BMP-3 avec des troupes à bord. Atteignant la première tranchée, les groupes d'assaut débarquaient et engageaient immédiatement le combat. La tactique de combat dans les tranchées était rodée à la perfection. Le groupe était divisé en 2 sous-groupes. L'un se fixait sur la ligne atteinte et couvrait par le feu. Le second commençait à nettoyer la tranchée dans les 2 sens. En tête se trouvait un combattant avec un bouclier d'assaut, suivi d'un mitrailleur et d'un lance-grenade. Des grenades à main et des lance-flammes à réaction d'infanterie RPOA Schmel étaient activement utilisés. L'élément clé de la tactique était l'utilisation de drones FPV directement par les groupes d'assaut. L'opérateur, se trouvant dans un abri derrière le groupe, dirigeait un drone kamikaze directement dans l'embrasure d'un blockhouse ou dans un groupe d'infanterie ennemi où l'artillerie ne pouvait pas atteindre. Cela permettait de détruire instantanément les foyers de résistance, sauvant ainsi la vie des assaillants. L'ennemi, qui s'attendait à une attaque massive de chars, n'était pas préparé à un tel essaim de groupes rapides, agressifs et parfaitement équipés. Ils ne s'engageaient pas dans des combats prolongés pour chaque point d'appui. Leur tâche était de percer la première ligne, de s'accrocher à la deuxième et d'assurer l'introduction au combat des forces principales. Et cette tâche, l'avant-garde d'assaut l'a accomplie brillamment, démontrant que dans la guerre moderne, l'issue du combat n'est pas décidée par la quantité, mais par la qualité du combattant et la perfection de la tactique.
Simultanément au début du travail des groupes d'assaut, un autre participant clé de l'opération, l'aviation de l'armée, est apparu dans le ciel au-dessus du champ de bataille. Les hélicoptères K-52 Alligator et Mi-28 Night Hunter sont devenus le marteau céleste qui s'est abattu sur la défense ennemie, l'empêchant de relever la tête et d'organiser une résistance efficace. Leur travail était basé sur le principe de la chasse libre dans des zones préalablement désignées. Recevant des indications en temps réel, des contrôleurs aériens avancés au sein des groupes d'assaut depuis les drones Orlan, les hélicoptères effectuaient des frappes éclairs et changeaient immédiatement de position. La tactique principale est devenue le soi-disant carrousel d'hélicoptères. Une paire ou un escadron d'hélicoptères se rendait à tour de rôle à la ligne d'attaque depuis des altitudes extrêmement basses, effectuait une salve de missiles guidés et se retirait sous le couvert du relief pour se recharger, tandis que leur place était prise par la machine suivante. Cela créait un impact de feu continu sur l'ennemi. Les principales armes des Alligator et des Night Hunter étaient les missiles guidés, Vikr et Ataka. Avec une portée de lancement allant jusqu'à 10 km, ils permettaient aux hélicoptères de frapper des cibles sans entrer dans la zone d'action de la défense aérienne ennemie. Le système de guidage laser assurait une précision extrême. Chaque missile trouvait sa cible, qu'il s'agisse d'un char tentant de lancer une contre-attaque, d'un véhicule blindé ou d'une installation d'artillerie automotrice abritée dans un caponnier. L'utilisation du K-52 s'est avérée particulièrement efficace. Leur schéma de rotor coaxial assurait une maniabilité unique, permettant d'effectuer des manœuvres antimissiles complexes et de littéralement planer derrière les plis du terrain. Le système de défense embarqué Vitebsk détectait automatiquement les lancements de missiles Manpad et brouillait, détournant la menace. En plus de lutter contre les véhicules blindés, les hélicoptères ont activement travaillé sur l'infanterie ennemie avec des roquettes aériennes non guidées, tirant en cabré. La salve d'un bloc de 20 roquettes S-8 couvrait une superficie comparable à un terrain de football, ayant un effet démoralisant puissant. Des canons automatiques de 30 mm ont également été utilisés, qui ont littéralement fauché l'infanterie dans les tranchées. La coopération des groupes d'assaut au sol et des hélicoptères d'attaque dans les airs a été portée à la perfection. L'aviation dégageait le chemin de l'infanterie, réprimait les contre-attaques à la racine et détruisait les réserves approchantes. Le marteau céleste frappait sans faute, écrasant les restes des fortifications en béton et la foi de l'ennemi dans la possibilité de maintenir la défense. Lorsque les groupes d'assaut ont percé les premières et deuxièmes positions de la ligne de défense principale et ont engagé des combats sur la troisième, le moment décisif de toute l'opération est arrivé. Il était temps de transformer le succès tactique en succès opérationnel. La phase d'introduction dans la percée du deuxième échelon, des unités blindées et de fusiliers motorisés fraîches et entièrement équipés, a commencé. Leur tâche n'est pas d'attaquer la fortification, mais d'utiliser la brèche créée pour s'enfoncer dans la profondeur de la défense ennemie, en contournant les nœuds de résistance, en coupant ses rangs et en atteignant l'espace opérationnel. Le commandement a choisi le moment idéal pour cela. L'ennemi avait déjà engagé ses réserves tactiques dans la bataille, essayant de contre-attaquer et de combler le trou dans la défense. Ses forces étaient liées par le combat et partiellement détruites par le feu de l'artillerie et de l'aviation. Les réserves opérationnelles étaient encore en marche et n'avaient pas eu le temps d'atteindre le champ de bataille. Une fenêtre d'opportunité d'une durée de plusieurs heures s'est ouverte. Les groupes tactiques de bataillons sont entrés à vitesse maximale dans les couloirs percés par les sapeurs et maintenus par les assaillants. À l'avant-garde se trouvaient les compagnies de chars sur T-90M et T-80 BVM. Derrière eux, les fusiliers motorisés sur BMP-3 et BTR-82A. Depuis les airs, les colonnes étaient couvertes par des hélicoptères K-52,
et l'artillerie tirait sur les flancs de la percée, empêchant l'ennemi de frapper le flanc des troupes en progression. La tactique du deuxième échelon était audacieuse et rapide. Les colonnes ne s'arrêtaient pas pour supprimer les foyers de résistance restants. Cette tâche était laissée aux unités de fixation suivantes. L'objectif principal était de traverser le plus rapidement possible la zone de défense continue, qui était de 10 à 15 km, et d'atteindre l'arrière du groupement ennemi. Se déplaçant sur des itinéraires préalablement reconnus, les groupes blindés contournaient les points d'appui, traversaient les routes de campagne et se dirigeaient vers des objectifs clés dans l'arrière opérationnel, les ponts, les postes de commandement, les nœuds de route. L'ennemi, dont le système de contrôle avait déjà été perturbé, s'est avéré incapable de réagir de manière adéquate à cette percée rapide. Sa défense, construite comme une ligne continue, s'est avérée impuissante lorsqu'elle a été contournée par le flanc et l'arrière. Les unités qui continuaient à tenir les positions sur les secteurs voisins se sont soudainement retrouvées avec des chars russes à l'arrière. La panique a commencé. L'introduction dans la percée de forces fraîches est devenue le coup décisif qui a transformé la fissure dans la défense ennemie en une gigantesque faille. L'avalanche d'acier s'est déversée dans l'arrière non protégé et il était déjà impossible de l'arrêter. L'introduction rapide dans la percée du deuxième échelon a déclenché un processus irréversible, un effondrement systémique de toute la défense ennemie dans la direction de Zaporijia. L'effet domino a fonctionné. Lorsque la chute d'un élément provoque une réaction en chaîne de destruction de tout le système. Le contrôle s'est effondré en premier. Les postes de commandement, détruits dès la première étape de l'opération, ne pouvaient ne pas coordonner les actions des troupes. La communication entre les unités a été perturbée par le travail des complexes russes de guerre électronique et la destruction physique des répéteurs. Les ordres soit n'arrivaient pas du tout, soit arrivaient avec un énorme retard, lorsque la situation avait déjà radicalement changé. Les unités des forces armées ukrainiennes, restées dans les points d'appui sur les flancs de la percée, se sont retrouvées encerclées tactiquement. Privées de ravitaillement et de communication avec le commandement, elles ont été confrontées à un simple dilemme. Soit mourir héroïquement dans une résistance insensée, soit tenter de percer l'encerclement. La plupart ont choisi la seconde option. Une retraite panique désorganisée a commencé. Abandonnant les armes lourdes et les équipements, les soldats ont tenté de se retirer vers l'ouest en petits groupes, se retrouvant sous le feu de l'artillerie et de l'aviation russe, qui contrôlait déjà toutes les routes à l'arrière. Le facteur psychologique a joué un rôle essentiel dans cet effondrement. La percée de la ligne, qui a été pendant des mois présentée comme absolument imprenable, a été un choc pour les soldats ukrainiens. La foi que le béton et les champs de mines pouvaient les protéger s'est évaporée. Elle a été remplacée par la peur des chars russes à l'arrière et de l'inévitabilité de l'encerclement. À cela s'est ajouté le travail efficace des forces russes d'opérations informationnelles et psychologiques. Des appels à la reddition, avec l'indication de couloirs sûrs, ont été diffusés sur les fréquences de l'ennemi. Des messages d'avertissement concernant une possible catastrophe ont été envoyés au téléphone portable des militaires ukrainiens. Cela a accru la panique et a incité beaucoup à prendre la seule décision correcte, déposer les armes. Les réserves opérationnelles de l'ennemi, qui étaient transférées en toute hâte d'autres directions, n'ont pas pu améliorer la situation. Elles ont été introduites dans la bataille par parties, sans reconnaissance ni préparation adéquate, et sont tombées sous le coup des groupes blindés russes déjà sortis dans l'espace opérationnel. Leurs colonnes en marche sont devenues une proie facile pour l'aviation et l'artillerie à longue portée. Au lieu d'arrêter la percée, elles n'ont fait qu'allonger la liste des pertes. En 48 heures, la défense autrefois monolithique de l'ennemi s'est transformée en un chaos d'unités dispersées et démoralisées, fuyant. L'effet domino a parfaitement fonctionné. La percée de la ligne Sourovikine n'est pas seulement devenue une victoire tactique,
elle a radicalement changé toute la situation opérationnelle et stratégique sur le théâtre d'opération du Sud, créant une nouvelle réalité pour l'ennemi et ouvrant de larges perspectives pour la poursuite de l'offensive des troupes russes. Premièrement, la ligne de défense la plus puissante, dont la création avait coûté au régime de Kiev des ressources et du temps colossaux, a été liquidée. L'ennemi n'est plus en mesure de créer quelque chose de similaire dans un avenir prévisible, ni matériellement, ni organisationnellement. L'armée russe a obtenu la liberté de manœuvre sur un large front. Deuxièmement, à la suite de la percée et de la défaite qui a suivi, une partie importante des unités les plus aptes au combat des forces armées ukrainiennes, qui constituaient la base du groupement de Zaporijia, a été détruite ou a perdu sa capacité de combat. Les pertes en personnel et en équipement ont été irréparables. Cela a créé une énorme brèche dans les rangs de combat de l'ennemi, qu'il n'avait rien pour combler. Troisièmement, la sortie des troupes russes dans l'espace opérationnel a menacé d'encercler tout le groupement ennemi. Dans le Donbass, une réelle possibilité d'attaquer le flanc et l'arrière des troupes défendant la région d'Ougledar et de Marinka est apparue, ce qui a contraint l'ennemi à retirer en hâte ses forces de là aussi, craignant de tomber dans un gigantesque chaudron. Quatrièmement, une voie directe vers Zaporijia et plus loin vers le Dniepr s'est ouverte. La prise de ces centres clés permettra non seulement de couper en deux tout le groupement sud de l'ennemi, mais aussi de le priver d'importants nœuds industriels et logistiques. Cela crée également une base pour de futures opérations de franchissement du Dniepr et de libération de l'Ukraine de la rive droite. Mais la conséquence la plus importante est morale. L'effondrement de la ligne Sourovikine a définitivement enterré les espoirs de Kiev et de ses sponsors occidentaux en une possibilité de résoudre militairement le conflit en leur faveur. Il est devenu évident qu'aucune ligne de défense, aucune livraison d'armements occidentaux n'est capable d'arrêter la force méthodique et intelligente de l'armée russe. La percée a démontré non seulement la supériorité tactique, mais aussi la sagesse stratégique du commandement russe, sa capacité à planifier et à mener à bien des opérations complexes. Ce fut un moment charnière, après lequel le cours de toute l'opération militaire spéciale a pris un caractère irréversible. La nouvelle réalité, créée sur les champs de Zaporijia, ne dictait qu'une seule chose, aller de l'avant vers une victoire totale et définitive. Evie.